La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Bien hâte de... On a eu Jocelyn il y a quelques semaines. Là, on a c'est vrai. Avec Claude. Oui, le micro est ouvert. Salut le Claude, comment micro est vas-tu? ouvert, puis là, je me Yes! regarde, Salut Claude! puis je vous regarde. Mais c'est beau. Vous faites bien ça. Je vous ai écouté tantôt là, avec le chef puis le barbecue dans le garage. Fait que vous faites une bonne job. Vous êtes vraiment des naturels, les boys. On fait tout gentil. pour pas être en forme, nous autres, Claude, au podcast. C'est la bière, du bacon, puis tout le kit. Ouais. Il y a différentes formes. Hein. C'est pas juste la forme physique. Il y a la forme morale, puis plein d'autres formes. En tout cas, morale, moi, je peux dire, physique. je prends soin de ma mentale, en tout cas. C'est correct, ça. Comment commencer? Tellement de sujets, on dirait, tellement de choses importantes dans ta carrière, puis dans ton après-carrière aussi. Fait que je vais me lancer directement dans ton après-carrière. Ton fils qui joue dans la Ligue nationale, comme père, ça doit être exceptionnel. On a vu la transaction qu'il a envoyée des Rangers aux Kings il y a quelques semaines. Comment on vit ça? Ben, je dois dire, c'est pas toujours facile. C'est pas évident. En tant que père, on croit toujours que nos enfants sont peut-être plus innocents, sont meilleurs qu'on pense qu'ils sont meilleurs peut-être qu'ils sont dans la réalité. Même si ça fait toute ma vie que je suis dans le hockey. Lorsqu'on parle de nos enfants, on les connaît, c'est nous qui les connaissons les mieux. Puis avec Brandon, je dirais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été facile, mais je pense que le changement de New York, il aimait beaucoup être à New York, il aimait beaucoup jouer pour les Rangers, mais il n'aimait pas beaucoup être assis sur le banc, puis regarder jouer ses coéquipiers pour les Rangers. Et c'est la raison pourquoi on a demandé un échange, puis ça s'est fait avec les Kings. Je pense que ça peut être une bonne place pour lui, à court terme, à long terme aussi. Il y a de la place. Puis quand tu parles à ton fils et qu'on parle de hockey, c'est qui parle? C'est-tu l'agent, le père ou l'ancien joueur? Les deux. C'est toute les la deux. gang. Hein? Des fois, il va me dire, là, je veux que tu me parles comme un agent. Je dis, OK, là, on change. Il faut que tu m'envoies un time-out. Tu me dis, ben là, c'est... Ou peut-être tu peux m'envoyer un text message, me dire, ou un courriel, là, il faudrait qu'on change. Là, je ne veux pas que tu me parles en tant que père, je veux que tu me parles en tant qu'agent. Mais on a quand même une belle relation. Ce qui est le plus important pour nous autres, c'est la relation père et fils. Puis le hockey, c'est sûr que c'est secondaire. Quand tu le vois, j'ai une image en tête l'année passée, ça a passé partout là, quand il fait les 4 block shots. Là, tu te dis, il retient du père pas loin pareil. Là. Ben ça, je dois le dire, il ne retient pas de moi parce que moi, là, je faisais le flamingo, là, c'était même pas des farces. Non, moi, je n'aimais pas ça, les bloqués shots. Là. Quand je suis arrivé au New Jersey, on a eu Jacques Lemaire, puis lui, il ne croyait pas à ça, vraiment, se mettre à terre. Il disait, si tu es en bonne position, tu n'as pas besoin de te lancer à terre. De temps en temps, peut-être tu vas bloquer un lancer. Laissez le gardien voir la rondelle. Moi, là, je suis correct avec ça. C'est moi à long terme. Moi, Craig Ludwig, Guy Carbonneau, c'était Bob Gainey. Ça, c'était pas ma spécialité, pour être honnête avec vous autres. Non, c'est ça. Puis, j'entendais une entrevue sur toi. Tu parlais de Jacques Lemaire pendant qu'on est là. Tu disais que c'était le meilleur entraîneur que tu as eu dans ta carrière. Plusieurs personnes disent ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé dans ton jeu et à quel point il t'a aidé dans ta carrière? Il m'a appris à jouer au hockey. Il m'a appris comment la game elle se développait. C'était tellement différent. Les anciens entraîneurs, les autres entraîneurs te disaient, c'est ce que je veux que tu fasses. Tu dois te placer là. Jacques Lemaire, il disait, je veux que tu te places le bâton là et je veux pas que tu sois là, 5 pieds plus en dedans. Et la raison, c'est si tu fais pas ça, c'est ce qui va arriver. Puis il nous le montrait. Les pratiques de Jacques Lemaire, il n'y avait pas beaucoup de tempo. Lorsqu'il enseignait, c'était toujours au slow-mo, c'était au ralenti. Et il nous montrait, là, il nous montrait, et il avait vraiment un système. C'était un professeur. C'est un très bon professeur de hockey. Et en arrière du banc, Jacques Lemaire, c'était le meilleur que j'ai eu. Et vraiment, il savait qui allait, qui allait pas. Et puis, ceux qui n'allaient pas, ben, ils s'assisaient, puis
il n'y a personne qui était en position en anglais, on dit second guess, là, il manque le mot, de douter de Jacques Lemaire. Vraiment, on avait un grand respect pour Jacques. Puis justement, quand on parle, on va continuer sur le Canadien après parce que je veux t'entendre juste avant là, sur la pandémie puis le rôle en ce moment d'un agent en pandémie. Tu sais, on entend les montants qui ont diminué, on voit les salaires, ces choses-là. Comment est-ce que c'est justement être agent en temps de pandémie? Bon, on est comme les joueurs. Si les joueurs ont une perte de salaire, que ce soit de 20 25 ou 28 c'est la même chose de notre côté. De votre côté. Côté business, c'est vraiment, on n'est pas connecté avec nos joueurs comme on l'est habituellement. On ne peut pas vraiment aller les visiter. On les amène pas souper. On est assis à la maison, on regarde les matchs, on se parle au téléphone, on s'envoie des messages. C'est dommage, mais c'est quand même mieux qu'on ait que ce qu'on a dans le moment de rien avoir du tout. Et puis, mentalement, physiquement, les joueurs, les amateurs, les agents, tout le monde a besoin de voir du hockey. Ah non, ça c'est vrai. Puis dans tes clients, on a eu une question, on a demandé aux gens de te poser des questions. Puis sur ton rôle d'agent, il y a une question qui est venue qui m'intéressait. Puis tu as Éric Gélina, un ancien de la Ligue nationale qui est rendu en Suède, Oui. qui a une saison exceptionnelle. Y a-tu un plan ou y a-tu des idées de le ramener en Amérique du Nord? Ça fait-tu partie des discussions? À 100%. C'est comment on pourrait dire, c'est le grand plan. Il fait très bien. Il a eu beaucoup de plaisir de jouer, d'être sur la patinoire, de se développer. Et puis, même si c'est un vétéran, ça sera un joueur qui serait considéré un vétéran, quelqu'un qui retourne ici dans la Ligue nationale, il est quand même très jeune. Et puis, je pense qu'il a appris beaucoup. Il comprend, il a appris à jouer, il est meilleur défensivement qu'il l'était. Il a toujours eu le côté offensif. Ah ouais. Et je pense que c'est un joueur qui est devenu plus alerte, plus intelligent défensivement. Et puis, on va travailler fort pour y avoir une opportunité ici de notre côté dans la Ligue nationale l'année prochaine. Parce que pour que les gens comprennent, Max, tu as joué à Modo. Là, Ouais, non, mais j'ai joué en Suède, puis c'est basé pas mal sur sa structure, sa défensive, puis tout ça. Puis ça me fait penser qu'un joueur qui est plus âgé, quand même, un jeune joueur âgé comme ça, il est là-bas avec des coachs qui veulent enseigner à leurs jeunes Suédois, justement, de la base, de la défensive. Fait que c'est comme revenir en arrière, se perfectionner, puis revenir. Je suis sûr qu'il serait capable. Puis c'est un bon joueur de hockey, il patine assez bien, puis il patine super bien, puis sa grosseur, là, c'était écœurant. Fait que c'est une bonne affaire pour lui, ça. Les choses, tu sais, on ne peut pas apprendre à être 6 pieds 3 puis 230 livres. Ça, c'est un cadeau qu'on a. Ouais. Tu ne peux pas vraiment apprendre le côté offensif. C'est un peu ce que tu as lorsque tu es rendu à ce niveau-là. Côté défensif, ça s'apprend. Moi, j'ai vu des joueurs qui se sont complètement transformés. On parlait de Guy Carbonneau. Guy Carbonneau est devenu, c'est un joueur super offensif lorsqu'il était jeune, lorsqu'il est arrivé dans la Ligue américaine avec le Canadien. Et puis, il s'est transformé en un spécialiste de la défensive. Et puis, moi, j'ai confiance que Éric a appris beaucoup, puis on va être en position de le ramener ici, puis de donner une autre chance. Mais si tu parles de transformation, si je ne me trompe pas, je vais revenir en arrière. Toi, dans ton enfance, tu n'étais pas défenseur en commençant ta carrière? Exactement, oui. Jusqu'à 13 ans, si je ne me trompe pas. Une des raisons, j'étais super offensif, ça c'est sûr. Et puis, c'est un entraîneur qui avait vu une opportunité pour moi. Il m'avait dit, on va te monter. Je pense qu'il m'avait pris du Pee-Wee, jouer Bantam. Mais il dit, de Bantam à midget. Et puis, il m'avait dit, mais on va te faire jouer à l'aile droite. Et puis, de penser que j'avais plus besoin de bloquer des lancers, j'étais super content. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a toujours été un bon avantage pour moi. Je comprenais vraiment où être sur la patinoire, les défenseurs, qu'est-ce que les autres pensent, parce que j'avais joué cette position-là quand même. Puis, lorsqu'on le joue, que ce soit à Tombe, puis oui, Bantam, ça reste avec nous autres. Ah non, je suis d'accord. Puis après ça, on monte, puis on s'en va, tu sais, oui, le hockey junior, ces choses-là, mais là, tu te fais repêcher Canadien de Montréal. Parle-nous un peu de cette expérience-là, de rentrer dans le grand club, là, tu sais. Ben écoute, comme vous autres, j'étais un Québécois, puis un petit gars de Mont-Laurier, rêvé de le bleu, blanc, rouge, le rêve de faire partie de la grande famille du Canadien. Puis
repêché en 83 avec M. Savard est un choix de repêchage que Serge Savard voulait m'avoir, le contrat signé à 18 ans. Et puis, c'est là que ça a commencé. J'ai été prêt de faire l'équipe la première année. Puis, malheureusement, il y avait trop de trafic du côté de l'aile droit. À l'aile droit, c'était pas mal rempli. Puis, ça m'a pris une couple d'années. J'ai dû aller gagner, comment on dit ça, aller apprendre, aller gagner mes minutes dans la Ligue américaine. Je n'étais pas content d'être là, mais j'ai été obligé d'y aller. Puis, je pense qu'à long terme, ça a été une bonne expérience pour moi. À cette époque-là, la Ligue américaine, c'était-tu difficile pour un jeune? C'était quoi? C'était-tu le bon vieux, les vétérans, puis on ne dit pas un mot? Puis comment ça se passait de ce côté-là? Je pense que c'était comme ça qu'ils voulaient que ça se passe. Je te dirais que moi, j'ai été chanceux. J'avais des bons vétérans. Et puis, on avait un bon groupe à Sherbrooke. C'est sûr qu'il y avait des vétérans qui étaient un peu plus tough que nous autres, mais peut-être qu'on le méritait aussi quand même. On a eu du plaisir. C'est des bonnes mémoires. Mais comme je te dis, il y avait souvent, je pense que c'était pas toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, un coup de téléphone avec Piton Riel, sur Riel, puis un petit problème, on va l'arranger, il n'y a aucun problème. Là, j'ai hâte, là, on rentre dans les histoires. C'est ça que je m'en allais dire, Guy, c'est que d'habitude, on a comme deux, trois anecdotes. On a une feuille pleine d'anecdotes pour Claude ce soir. Je pense qu'on pourrait faire un show juste les anecdotes de Claude Lemieux. Ça va être bon, ça. Je pense que, justement, Guy, tu demanderas en revenant à Sherbrooke. Ouais, c'est là que je m'en allais. Là. C'est exactement là qu'on va attendre que Claude revienne. C'est un petit pépin. Je vous ai perdu un peu, les gars. Pas de problème. On a pris une bière de plus. J'ai pas payé mon compte de Wi-Fi. C'est tard, tu le disais, hein, les joueurs ont baissé. Tout le monde a baissé. Tout le monde. On a réduit le speed. Hein? On a réduit mais dans ce temps-là, juste appeler Jonathan Drouin. Hein. C'est pas toi, c'est ton Wi-Fi. Non, mais d'après moi, il l'a pas au ski, Max, cette annonce-là. C'était une annonce au Québec, Claude. Excuse, Maxime. J'ai 2 de mes garçons qui travaillent au Bel Canada, mais ils ne peuvent pas m'aider, ça finit. C'est plus tough un peu. Justement, tu parlais de tes débuts et de ces choses-là, puis t'as une anecdote que tu m'as lancée que je trouve vraiment drôle. Tu as été rappelé par coïncidence un peu du junior pour 8-10 matchs de Sherbrooke. Puis raconte-nous cette anecdote-là, c'est vraiment drôle. Ben, ça n'a pas été 8-10 matchs. Ils m'ont rappelé, je ne me souviens pas exactement quand, mais j'étais super excité. Je suis arrivé à Montréal pour la pratique, aller sur la glace, puis en sortant de la glace, je regardais la face des vétérans. Tout le monde avait un sourire. Puis je regarde dans le derrière où on avait un gros gym. Il y avait 2 bicycles avec des free weights, là, avec quelques poids. Il n'y avait pas grand-chose. Puis il avait mis une grosse table, puis c'était la session officielle de rasage. Tout le monde se faisait raser la tête. Avec la tête que j'ai, de penser que je n'étais plus avoir de cheveux, mais je me suis dit, je fais partie de l'équipe, puis je vais passer là une fois dans ma carrière. Je pense que je n'ai même pas joué. Je ne suis pas sûr si j'ai joué ce soir-là. J'ai été renvoyé le lendemain. Okay. Tu peux t'imaginer, je pars de Sherbrooke. See you les boys, moi, là, je m'en vais à Montréal. Et puis peut-être qu'on ne se revoit plus l'année. Je reviens le lendemain ou 2 jours plus tard, la tête toute rasée. Et puis tu peux t'imaginer ce qu'ils ont fait. Ils m'ont mis sur le starting line-up. Commencer le match à Sherbrooke. Pas de cash. J'étais comme à côté de la bande dans le coin. Je voulais me cacher. Puis, et puis Steven Fletcher, qui était notre gars tough, il était un grand vétéran, un gros bonhomme. Puis quand je suis arrivé, il dit ça compte pas ici à Sherbrooke. Nous autres, on va avoir notre initiation un peu plus tard. Fait qu'on va laisser pousser ça. Puis on va faire l'initiation des recrues à Sherbrooke en fin de saison. J'ai dit, aucune chance, ça n'arrivera pas. Fait qu'il dit, ah oui, j'ai dit, OK, on va faire une petite gageure. On va faire de la lutte dans la chambre sur le plan, pas de coup de poing, mais on va lutter. Puis si tu es capable de me mettre à terre, tu pourras avoir le plaisir de me raser. Je peux te dire, je suis allé pour les jambes. Il y avait des grandes jambes. Je suis allé pour les jambes. Je te les revirais à l'envers.
J'étais pas pour faire de cette gageure-là. me faire raser la tête 2 fois. Aucune chance. Pas en même année, en tout cas, ça n'a pas de bon sens. Puis là, moi, j'aimais pas ça. Ça, c'est une anecdote. Puis, je me souviens, j'avais dit ça à M. Savard, que ça m'avait affecté, puis j'aimais pas faire ça aux autres non plus. Et puis, je me souviens pas les circonstances, mais j'avais dit à M. Savard, moi, je dis qu'on devrait plus faire ça. Et puis, ça l'a arrêté à Montréal. Puis, on a fait d'autres choses. Il y avait plein de choses qu'on pouvait faire qui étaient moins humiliants, puis qu'on avait autant de plaisir. Fait que là, c'est à cause de toi que l'autre, il y a des soupers de recrues, puis ça coûte cher, c'est ça? Ah, mais ça, sont le fun, des soupers de recrues. Je peux te dire que le nombre de cheveux qui me restent, je me serais fait raser, moi. Ouais. Puis là, quand tu t'es fait redescendre cette année-là, c'est dans les anecdotes, c'est que tu avais demandé à rencontrer M. Savard, puis le management, puis tout, pour savoir pourquoi tu faisais pas l'équipe. Ça, c'était au début de l'année, juste après le camp d'entraînement. Il y a une histoire qui m'a toujours tenu, qui m'a suivi pendant toute ma carrière. C'est que après un match hors concours avec le Canadien, que j'étais sorti du forum, j'étais allé dans le stationnement de l'autre côté de la rue et que j'avais brisé le windshield, le pare-brise de mon auto. Mais ça, c'était pas vrai. Je l'avais frappé, mais je l'avais pas brisé. J'avais essayé de le briser, mais je l'avais pas brisé. Et puis, le lendemain, j'avais dit à mon agent, qui était Pierre Boum Boum Meilleur, un ami de M. Savard, un ancien un gars d'équipement qui s'occupait des joueurs avec le Canadien pendant plusieurs années. Il était mon agent. Puis, j'avais dit à Pierre, moi, ils vont me le dire à moi pourquoi que je vais m'en aller dans la Ligue américaine. Je ne veux pas qu'ils te le disent à toi, je veux qu'ils me le disent à moi. Mais il dit, tu veux quoi? Moi, je veux rencontrer tout le monde. Mais il dit qui? Mais j'ai dit tout le monde. Wow! Mais M. Savard était là, M. Lemaire, Boudria, André Boudria était là, je pense, Jean Perron. Et je suis rentré là. Et puis, ils ont dit, tu voulais nous parler? J'ai dit oui. Moi, je dis, c'est bullshit. J'ai pas d'affaire à aller dans la Ligue américaine. Je suis prêt à jouer. Puis, la raison pourquoi vous m'envoyez là, c'est parce que Charles Dahlin il est sur un contrat one-way. Puis, lui est arrivé de la Suède. Puis, c'est lui qui prend ma job, blablabla. Vraiment, là, je leur ai dit ce que je pensais. Mais je peux te dire qu'ils ont eu besoin des ailiers droits. Ils rappelaient des ailiers gauches. Ils avaient besoin d'un ailier droit. Ils rappelaient un centre. Je pense même qu'ils ont rappelé Gaston Gingras, qui était un défenseur gaucher, avant de me rappeler. J'ai payé le prix en tabarnouche. Ils n'ont pas aimé ça? Non, ils n'ont pas aimé ça. C'est là que tu as découvert tes talents d'agent? Ou... Oui, exactement. C'est là que j'ai commencé à me représenter. Ouais. C'était pas évident. C'était pas recommandé. Non, hein, c'est ça. Aujourd'hui, un de tes joueurs t'a dit j'aimerais ça parler de nos femmes là puis va-t'en dans la Ligue américaine. Non, je m'en sers souvent. Je lui dis écoute, peut-être, ça serait peut-être une bonne idée, mais je vais te donner une anecdote. Puis on va se parler de moi, ce que j'avais fait en 86. Fait que c'est toi qui décides. Si tu veux aller y parler directement au gérant, peut-être que c'est une bonne idée, mais c'est à tes risques. Penses-tu que ça passerait mieux aujourd'hui, par exemple? C'est un joueur. Oui, ça passerait mieux. C'est beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'un joueur a le dire vraiment au gérant ou même à l'entraîneur qui pense qu'il devrait être là, ben, peut-être souvent ils vont le regarder, ils vont dire c'est bon pour toi, mon jeune, vraiment, que tu aies la confiance en toi, puis que tu aies le guts de nous dire que tu penses que tu mérites d'être là. Félicitations, thumbs up, mais va-t'en dans la Ligue américaine quand même. Le résultat est le même. T'es super bon, mais tu t'en vas en même place. Exactement, c'est ça. Le film finit de temps pareil. J'ai jamais vu un coach dire finalement, on va te garder. C'est ça, toujours la même, c'est la fin. C'est quoi ton souvenir, ton plus beau souvenir de ton premier match? C'est quoi tu te souviens de ton premier match avec le Canadien dans la Ligue nationale? Je dois te dire, pas beaucoup. Si tu me demanderais contre qui, je m'en souviens même pas. Ah ouais, hein? Je me souviens pas beaucoup de mon premier but. C'était comme la rondelle m'a frappé par en arrière, puis j'ai compté. Fait que je me souviens vraiment pas. Je savais même pas que c'est moi qui avais compté. Mon premier match, je me souviens pas. Peut-être que c'était contre Boston. Pour moi, c'est plus... Mes mémoires, c'est plus lorsque
j'ai été rappelé après avoir été à Sherbrooke. Et puis, on était près de la fin de la saison. Et puis, de développer, puis gagner du temps de glace et d'avoir la chance là, de rentrer dans série, puis avoir un rôle, puis de jouer régulier. Puis c'est par coïncidence, c'est parce que Mario Tremblay s'était blessé. Sinon, j'aurais fini l'année à Sherbrooke. Quand ton rôle là, qu'on connaît si bien, là, le gars qui dérangeait, le gars robuste, le gars qui allait à la guerre, est-ce que ça a été créé dès le départ ou c'était pour faire ta place ou c'est avec les années d'expérience que tu as trouvé ton identité? Je dirais que j'ai toujours été fatigant, même quand je jouais plus jeune. Étant jeune et jouer avec des gars qui étaient des joueurs qui étaient 2 ans, des fois 3 ans plus vieux, tu veux impressionner, tu es plus gros, tu es plus grand. J'ai toujours été quand même assez, je pense que j'étais 6 pieds, 185 livres quand j'avais 12 ans. Ça fait que j'ai toujours eu un aspect physique. Puis, quand j'étais jeune, c'est sûr que j'admirais Guy Lafleur, que ce soit les grands défenseurs, Larry Robinson, Serge Savard, mais je savais que ma game, ça serait plus comme Dale Hunter, même si je n'étais pas un centre. C'est pas par coïncidence, je pense qu'à Montréal, ils ont décidé de me donner le numéro 32 quand je suis arrivé. Et puis, ou peut-être c'était le seul chandail qu'il y avait, mais... des numéros de camp d'entraînement. Dans ce temps-là, ouais, il enlevait le nom, puis c'était même pas moi, c'était un gardien de but qui avait eu le 32 avant moi. Tu voyais encore le nom qui était différent en arrière, mais ça a toujours été mon identité d'être physique et puis d'être... comment on dit, là, de mélanger la sauce. Un gamer, ouais, c'est ça. Puis pour comme tu étais aussi, hein, je te le dis. Ouais, on n'a pas eu le même résultat, mais j'ai pris des notes, surtout dans mon enfance, pareil. Je dois l'avouer. Mais je veux savoir, le côté, il y a eu des saisons où tu as marqué plus de buts en série que durant la saison. Je pense que tu as 80 buts en série, là, si je ne me trompe pas à peu près. Qu'est-ce qui venait te chercher? C'était quoi la différence? Parce que moi aussi, j'étais comme ça. Là, pour les gens, là, on dirait que c'est même pas le même homme qui se présente à l'aréna pour une game de série puis saison. Moi, c'était game hors concours, moi. J'étais fort, là. Guillaume, c'est au 3 contre 3, lui. Au 3 contre 3, là. Quand j'étais jeune, à Mont-Laurier, dans le hockey mineur, on ne jouait pas beaucoup de matchs de saison régulière. Puis on avait 3 gros tournois par année. Puis ça, c'était notre saison. Et j'étais toujours un bon joueur de tournoi. Puis quand je suis parti de là, je suis allé à Midget 3 à Montréal. Même là, en fin de saison, dans une série éliminatoire, j'ai été vraiment probablement le meilleur joueur de l'équipe. J'étais loin d'être le meilleur joueur au début de l'année, mais en fin d'année, j'ai eu une grosse impact. Et puis, ça a continué, ça, avec moi dans le niveau junior. Puis, quand je suis arrivé, moi, je voulais gagner. Mon rêve, c'était de gagner la Coupe Stanley. Mon rêve, c'était de gagner des séries éliminatoires. C'est sûr que il y a des gars que c'est des bons, comment on les appelle, des bons money players. C'est des gars que, quand c'est l'année de contrat, ils vont mettre des gros chiffres. Moi, je n'ai jamais été bon là-dedans. C'était l'année de contrat. C'était toujours une année qui était moins bonne parce que tu penses à compter, tu ne marqueras pas. Si tu penses à gagner, tu joues ton match, ça va venir tout seul. Puis, ça a toujours été comme ça pour moi. Tu parles de gros buts, tu parles de série. Tu en as marqué en playoff 86 quand vous avez gagné la Coupe Stanley. Puis je pense que tu t'es fait jouer un petit tour par les boys dans le vestiaire. Dans l'autobus en rentrant dans le boss. Ouais. Mais ça, c'était... J'avais compté contre Hartford à Montréal, Game 7. Et puis là, je m'en vais à New York. Et puis, j'ai compté le but en supplémentaire. Puis le lendemain, le conducteur de l'autobus avait demandé si on ferait une faveur de signer. Il avait fait comme une enseigne, puis il avait attaché ça sur la porte de l'autobus. Puis il voulait que tous les joueurs le signent. Et puis, comme j'arrive à la porte pour signer, ben Nyland est en arrière de moi, puis il dit « Hey, tu devrais signer OT, tu sais, overtime, OT le mieux. » Moi, le tata, je dis « Oui, pas de problème, OT le mieux. » Fait que là, je trouvais ça bien drôle, fait que je m'en vais m'asseoir. Puis moi, je me suis dit, les vétérans étaient plus en arrière, les jeunes en avant. Je suis peut-être 4-5 rangées avant, puis là, M. Savard s'en vient avec le cigare. Il regarde à la porte.
Il regarde OT. Il me regarde la face. Là. Il m'a les yeux, là, tu sais. Oh, il n'a rien dit. Il n'a pas eu besoin de dire rien. J'ai dit, wow. Je pense qu'il n'a pas aimé ça. Là, tu venais de compter un gros but de même, en plus. Là. Ouais, mais avec M. Savard, tu sais, c'était toujours contrôlé. Les émotions contrôlées. Même chose avec Jacques Lemaire. Même chose avec Bob Gainey. C'était des gars qui avaient gagné. Ils savaient ce que ça prenait. Les émotions, c'était toujours contrôlé. Ils ne voulaient pas qu'on soit trop haut, trop bas. Et puis, ils nous ont appris beaucoup. C'est bon. Tu parles de ça, puis tu fais partie d'un groupe quand même spécial. Je regardais ça, là. Il y a 11 joueurs dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey qui ont gagné une coupe avec 3 équipes et plus. Tu es là-dedans. Ça, c'est assez incroyable, là, sérieusement. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ta plus grande fierté dans tout ça? Puis c'est quelle coupe qui est venue te chercher le plus profondément? Ben, je dirais ma fierté, c'est que j'ai été échangé plusieurs fois, mais j'ai toujours demandé d'être échangé. J'ai jamais été échangé puis que je ne voulais pas être échangé. Fait que ça, c'est comme tu demandes pour une séparation. Fait que c'est moi qui demandais une séparation. Et puis, j'ai été chanceux dans ça du côté que je suis parti de Montréal. Ça n'allait pas bien avec ma relation, mon temps de glace avec l'entraîneur, avec Pat Burns. Et puis, quand je suis arrivé à New Jersey, je voulais faire partie d'une équipe qui cherchait une identité, puis une équipe qui était il avait fait les séries une fois. Puis quand on a gagné, ça a pris du temps, mais quand on a gagné en 95, tu sais, la fierté que tu ressens d'avoir été un des pionniers de ceux qui étaient là au début et puis qui ont contribué. Puis ben, ça a tourné pour moi, ça a été une année fantastique. Puis j'ai gagné le trophée Conn Smythe. Wow. Super de belles mémoires. Puis là, ben, je demande d'être échangé à cause de mon histoire de contrat. Je me ramasse au Colorado. Et puis, avec une équipe super spéciale, on gagne encore la Coupe. Et puis, redemander d'être échangé parce qu'on n'avait pas de propriétaire au Colorado. On était comme en transition. On ne pouvait pas me donner un nouveau contrat. Pierre Lacroix, pas juste un entraîneur, pas juste un directeur général super, mais un ami personnel. Je demande beaucoup, Pierre. Et puis, j'avais demandé de m'échanger parce que je voulais pas jouer ma dernière année, qu'on appelait dans ce temps-là une année d'option, pas avoir de contrat. Et puis, il m'a renvoyé à New Jersey, puis on a gagné en 2000. Fait écoute, c'est pas d'être bon, c'est une combinaison des deux. T'es bon, puis t'as de la chance de ton côté aussi. Puis là, quand t'as gagné en 2000, c'était avec Scott Gomez, ça? Avec Scott Gomez. Il était comment, Scott Gomez, comme jeune? Ah, lui, il voulait tellement, c'était un jeune qui était tellement spécial. Tu sais, il prenait de la place dans la chambre. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais les jeunes. J'aimais les jeunes qui avaient une identité, qui avaient de la confiance. Puis, j'aimais ça de temps en temps, là, les écraser un peu aussi, dire wow, 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 attends un peu, là. Avec la grosse voile, il me regardait. On était coéquipiers, on a joué sur la même ligne. Il était incroyable à jouer avec. Puis, il voulait des histoires. Tout ce qu'il voulait, c'est qu'après match, on allait s'asseoir, puis on prenait une bière, puis conte-moi des histoires. Conte-moi des histoires. Ah ouais, il disait, tu penses-tu qu'on va gagner? Mais relax, on a gagné. Oui, mais tu penses-tu qu'on a l'équipe gagnée à la Coupe? Ben oui. Oui, je pense qu'on a l'équipe. Mais qu'est-ce qui va arriver? Pose-en plus de questions, là. Prends une autre bière, relax, puis on va se parler demain. Il était plus confiant quand il est arrivé à Montréal. À Montréal, il avait l'air du gars en contrôle. Ben, c'est sûr, il était confiant quand il était jeune, fait que c'est sûr que ça a continué pour les années plus tard. Plus tard dans sa carrière. Et puis, je suis sûr qu'il s'est rendu compte que c'était pas aussi facile qu'on pensait de gagner plusieurs fois. Tu sais, comme je disais tantôt, il faut que tu sois bon, mais il faut que tu aies de la chance de ton côté aussi. T'en parlais tantôt de ta relation plus difficile avec Pat Burns. C'est quoi qui faisait en sorte que ça cliquait moins avec Pat? C'était juste, pour être honnête avec vous autres, les boys, c'était juste le temps de glace. Ouais. Les gens pensaient que... Je me souviens, M. Savard Serge avait dit, il nous avait amené dans le bureau, il dit, c'est quoi votre problème, vous autres? Là? Vous n'êtes pas capable de vous entendre? Pourquoi? Allez prendre une bière, là.
Puis aller jaser, c'est quoi votre problème? Puis on s'est regardé, on a dit, n'a pas de problème. Mais moi, j'ai dit, ben, il dit, c'est quoi tout ton problème? Et j'ai dit, il ne me fait pas assez jouer. Moi, j'en voulais plus. Mais il dit, c'est quoi? Ben, j'ai dit, j'ai jamais tué des punitions. Ouais, mais il dit, t'es pas bon défensivement. Ouais, mais j'ai dit, tu me fais pas confiance. À la fin de la game, tu me mets jamais sur la glace, blablabla. Et puis, c'est ça qui est arrivé. Puis, Serge m'avait dit, ben, écoute, on finit l'année, on va essayer d'avoir une grosse fin de saison. Puis, si ça ne fonctionne pas, ben, avant la saison prochaine, je vais t'échanger. Puis, il a gardé sa parole. Puis, il m'a échangé au New Jersey pour Sylvain Turgeon. C'est quand même honorable, pareil, de tenir ta parole, de dire dans 3 mois, je vais t'échanger, peu importe ce qui arrive, si ça fonctionne pas, c'est... Je sais pas, dans le hockey d'aujourd'hui, on dirait que cette loyauté-là, puis cette fidélité-là, on dirait qu'on ça s'est perdu, ça s'est effrité un petit peu, on dirait, dans le hockey d'aujourd'hui. Non, Serge, là-dessus, il était bon pour ses joueurs, puis il supportait les joueurs, puis il comprenait, en tant qu'ancien joueur, que des fois, ça ne fonctionnerait pas. Et puis... écoute, Pat Burns était bon, il est un super bon entraîneur. Puis l'anecdote là-dessus, c'est qu'on s'est rencontrés, on était ensemble, je crois, au camp d'entraînement de la Coupe Canada, je crois, c'était peut-être en 92. Et puis Pat m'avait dit on aimerait ça t'avoir à Toronto. J'ai manqué mon coup, j'aimerais ça avoir une deuxième chance. Et puis j'avais apprécié ça, qu'il n'y avait pas besoin de me dire ça, mais il dit c'est tout un joueur de hockey, puis j'aimerais ça te coacher. Wow. J'aimerais ça t'avoir à Toronto. Fait que j'avais tu as dit non pareil? J'ai dit, ben écoute, je suis content au New Jersey, ça va bien, j'aime ça vivre là, puis c'était une bonne place pour moi. Dans des beaux moments dans ta carrière aussi, on parle souvent de commencer une carrière, mais ton retour à 43 ans, ça devait être spécial quand même. Là. Ça, je dois dire, les gars, ça a été une des plus belles expériences parce que la façon que ça avait arrivé, ma fin de carrière, c'est que j'avais demandé, je négociais pour moi-même, puis j'étais à Phoenix, j'avais demandé de me bouger, puis j'étais allé à Dallas, et puis malheureusement, j'ai été blessé, d'autres joueurs étaient blessés, on n'a pas eu une bonne fin de saison. On avait perdu en première ronde contre Anaheim, et puis j'ai été obligé d'avoir une opération au mois de juillet pour Allen, et puis... j'étais pas prêt au camp d'entraînement. J'ai essayé et puis ils ont décidé de racheter mon contrat. Et ça a été la fin de ma carrière. Puis j'étais, le mot, comment je dis ça en français, bitter. Tu sais, j'étais pas correct avec la façon que ma carrière avait fini. Même si je suis retourné jouer, environ 6 mois plus tard, j'étais allé en Suisse, puis j'ai joué un peu en Suisse. J'avais pas vraiment eu la chance de dire... goodbye à la Ligue nationale. Puis les Sharks qui m'ont donné cette chance-là, ça a été une expérience incroyable. Je suis allé jouer en Chine. Je suis allé jouer à Worcester. J'ai vu 2 games à China Sharks. J'étais comme... Comment t'as vu 2 games? T'as regardé les games, toi? Non, mais j'ai vu dans... J'ai joué 5 matchs là-bas, 3 matchs hors concours, 2 matchs dans la Ligue contre la Corée. Et puis, ça a fait mal, je dois vous dire. Je n'avais pas vraiment joué pendant 5 ans. J'avais pas été beaucoup sur la glace et même si j'étais en super forme, ça faisait tellement longtemps, le timing. Puis, mais ça a été une belle expérience. J'ai eu la chance de signer, je pense, le 10 janvier, que j'avais signé avec les Sharks. J'ai fini l'année, j'ai été blessé et je me suis ramassé dans un petit chamouillage avec un joueur. Je m'étais fait donner une bonne droite ou une gauche et casser la mâchoire. Mais ça a été quand même, malgré la blessure, malgré que je n'ai pas joué beaucoup, ça a été une des plus belles expériences de ma carrière. De revenir avoir la chance de partir de la bonne façon, j'imagine. Ça doit être le fun. Puis on n'a pas le choix d'en parler. Ton passage, t'en parlais tantôt, Colorado. C'est honnêtement, avec Détroit, une des plus belles rivalités de l'histoire de la Ligue nationale. Puis on peut dire que quand on dit un acteur principal, je pense que t'étais l'autopilote qui avait la petite flamèche. Parle-nous de cette rivalité-là. Malheureusement, oui, ça a été... Qu'est-ce que c'est d'avoir le spotlight pareil, C'était fou, là. Ben moi, je vais commencer en demandant, t'étais-tu nerveux? Parce que, tu sais, on pense souvent que c'est le gars qui part tout, c'est le fun. Puis mais en dedans de toi, quand t'allais chez vous le soir, c'était-tu le même feeling? Ou? Écoute, c'est un accident, comme je disais à tout le monde, puis
beaucoup de respect pour la carrière que Chris Draper a eue. Après que ça allait arriver, il est devenu un joueur de plus en plus important avec Détroit. Mais c'était vraiment un accident. Moi, j'avais été suspendu, j'avais manqué un match. Kozlov avait frappé Adam Foote. Moi, je l'avais frappé. J'ai été suspendu un match, puis quand je suis revenu, je crois que c'était le match 5 à Détroit, je n'avais pas joué ma game, je n'étais pas physique, j'étais un peu craintif, puis j'avais parlé avec Mark Crawford, il m'avait dit, écoute, il faut que tu joues ton match, tu ne peux pas penser à une autre suspension, vas-y. Et puis, je m'en viens au banc, je vois un joueur, je ne sais même pas c'est qui, puis je décide de finir mon check, puis ça n'a pas bien tourné. Ça n'a pas été drôle. Je dirais que lorsqu'il y a des gens qui veulent... j'étais obligé de coucher. Il y avait un garde de sécurité qui couchait en dehors de ma chambre. Lorsque j'étais à Détroit. J'avais plus de chambreur. J'étais tout seul. J'ai passé 2 ans. Je dirais, quand j'ai eu la chance de me battre d'avoir ma chance avec McCarty à Détroit. Après ça, vraiment, ça a comme fini. Ça a fermé tout. Mais du temps que c'est arrivé jusqu'au temps que j'ai eu la bataille avec Darren McCarty, ça n'a pas été le fun. Ça a été long. Ça a été des moments qui étaient difficiles, de recevoir des... Dans ce temps-là, il y avait des fax, puis il y avait du monde qui envoyait des... comment on dit ça? Je m'excuse, il me manque des mots en français. Des death threats, là. Des menaces de mort. Menaces de mort, c'est ça. Puis, ça fait que c'est pour ça qu'il y avait de la sécurité spéciale. Lorsqu'on arrivait à Détroit, les polices en avant de l'autobus, les polices en arrière. Ça fait que il y a bien du monde qui n'ont pas vécu ça, mais ça a été difficile pour moi, mais c'était difficile aussi pour les coéquipiers. C'était une distraction pour l'équipe? Ah, c'est sûr que c'était une distraction. Ouais. C'est sûr. Puis c'est la seule raison pourquoi j'avais décidé de... Pas que je pensais que j'étais pour planter McCarty, mais je n'avais pas vraiment peur de me battre avec McCarty. C'est juste que je le faisais pas, je le faisais moins. Puis je t'ai rouillé un peu, mais je m'étais dit let's go. Je t'ai rouillé un peu. Ça me fait penser quand tu parlais de ton retour au jeu. On dirait que celui-là, il est plus tough un peu. Là, tant de pogner McCarty. Ouais. Ça, c'est sûr. J'avais demandé à mon chambreur, c'était Jeff Hodgers, puis j'avais dit, je savais que McCarty était gaucher. Et puis, j'ai dit à Hodgie, j'ai dit, de quelle façon toi, tu te battrais avec lui? Il dit, swing plus fort puis plus vite que lui. J'ai dit, OK. Méchant conseil, ça. Hey, merci, t'es bien smart. Parle-nous aussi, un des moments, on checkait les vidéos tantôt, la bagarre générale en 87 contre les Flyers de Philadelphie. Je pense que c'est comme dans le War. Comment ça a parti, cette affaire-là? Nous autres, à Montréal, on avait tout le temps une routine. Puis, moi, j'aimais ça, avoir des longs warm-up. Et puis, j'étais toujours le dernier, mais l'avant-dernier. J'étais toujours le dernier à sortir. Corson était toujours à la porte, il m'attendait. Puis moi, j'avais une routine que je lançais à rondelle dans le filet adverse quand tout le monde était sorti de sa glace. Je ne le faisais jamais quand il y avait... J'attendais toujours que tout le monde sortait. Je lançais à rondelle, j'essayais de frapper le but ouvert et puis on sortait. Puis il n'y avait jamais personne, il n'y avait jamais rien qui était arrivé. Et puis là, on est dans une série. Premier match, je le fais, on gagne. Deuxième match, il y a quelqu'un qui regardait ça de Philadelphie, sûrement. Et puis eux autres, dans l'ancien temps, il n'y avait pas de limite. Jusqu'à temps qu'on a eu cette bataille-là, il n'y avait pas de limite combien de joueurs. Fait qu'il y avait toujours 27, 28 joueurs dans les réchauffements. Puis ça patinait, là, ça patinait, là, des méchants goons, ça patinait là, par-dessus la ligne rouge, ça s'emmenait sur notre bord. Et puis... il était gros en tabarouette, les Flyers. Il était gros. Sérieusement, là. Il y en avait tout le temps. Il y avait du bœuf en enfant de cœur dans leur recette, là, eux autres, là. Il y en avait. Puis, en tout cas, le deuxième match, ils ont tourné le filet, puis ils ont gardé des joueurs sur la glace. Je n'ai pas été capable de le lancer. Puis, on a perdu.
Puis là, je me souviens plus trop qu'est-ce qui est arrivé, le match 3, 4, 5. On était le match 6 à Montréal. Puis, il faut que je blâme Bob Gainey parce que vraiment, c'est lui qui était à blâmer. Bob, il dit... Puis, tu sais, lui, c'était pas vraiment le gars... il était tellement mature, il était tellement calme, mais il croyait sûrement à la superstition lui aussi. Il dit, « Hey, les boys, restez pas sur la glace. Ils débarqueront pas. Venez-vous-en en arrière du rideau. » Vous vous souvenez, dans le vieux forum, il y avait un rideau. Et puis, il dit, « Cachez-vous en arrière du rideau. Puis quand ils vont sortir, ben, vous autres, vous retournez. » Puis, il y avait du monde, ça s'était parlé des médias parce qu'il y avait plein de monde. Le forum était pacté bien raide dans le warm-up, dans le réchauffement. Et puis, fait qu'on les voit sortir. On se regarde, le rideau, on sort. Et puis, je pars à patiner. Puis là, je décide de... Je voulais vraiment pas parce que les amateurs, ça criait comme des fous. Je voulais pas manquer le but. Fait que là, je patinais dans leur zone pour aller la mettre dedans. Et puis, je vois quelque chose venir. Puis c'était le bâton Chico Resch qui essayait de me frapper. Le gardien. Le gardien de but. Et puis, ça a été la débandade. Là, ça a été, quoi, 15 minutes de bagarre? 15-20 minutes. Ça... En tout cas, ça a été... ouais, il y avait des joueurs, pas de patins, pas d'équipement. Puis, les Flyers, tout le gros Top Gun, ils ont tous resté dans la chambre. Tous les bons joueurs. Hein? Les gros joueurs ont resté. Les autres, ils savaient que ils nous attendaient, c'était caché. Quand tu revois les vidéos, tu peux voir qu'ils s'étaient cachés en arrière. Ils savaient qu'on s'en revenait. C'était quoi? À l'époque, c'était quoi, mettons? Là, y avait-tu une amende, une suspension? Y avait-tu une tape sur les doigts? Il y a eu une réunion là, avec M. Ziegler. Il y avait moi, Serge, Hospodar, puis Bobby Clark. Et puis, je me souviens... ils ont demandé à Bobby Clark, c'était-tu préparé, ça? T'avais-tu aucune idée de ce qui se passait? Il dit, pas du tout. Je l'ai regardé, je dis, moi, M. Clark, je vous respecte beaucoup, mais ça, là, c'est bullshit. Vous le saviez, puis c'était planifié de l'avance. Fait qu'on avait eu des petits amendes, je me souviens, je pense. Ah, j'adore ça. Ça, c'est du old-time hockey. Là. Ça c'était old-time hockey au bout. Ah non, mais ça, c'est bon. Moi, je vais vous en compter une. Je vais vous en compter une mieux que ça. Dans le hockey junior, on jouait contre Québec, à Trois-Rivières. Mon entraîneur, c'était Mario Bazinet. Et puis, lui, là, il était intense. Et Québec avait une super bonne équipe, mais il avait peur de nous autres. Nous autres, on était tough. Et puis, eux, pour venir sur la glace dans le réchauffement, il fallait qu'ils viennent dans notre zone. Ah, fuck. On dirait Mario Bazinet, il dit là, je veux que vous alliez dans le réchauffement plus de bonne heure qu'eux autres, puis vous allez patiner à peu près à 5 pieds chaque, puis vous ne les laissez pas embarquer sur la glace dans le réchauffement. Vous allez continuer, puis vous allez patiner contre la bande. Fait que 5 pieds. Vite, hey, c'est bon. avec vos bâtons, puis laissez-les pas. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont même pas essayé. Ils nous ont vus. Ils n'ont pas essayé. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté des estrades. Ils ont monté des estrades, puis ils passaient par-dessus la vitre pour descendre de l'autre bord. Puis quand ça s'est arrivé, ils étaient sur le banc, puis ils disaient, là, lancez des pucks. Fait que là, on lançait des slap shots l'autre bord. C'était incroyable. Surprise. Is that Gomer? We're going to switch to English now for a few minutes. Gomer, what's up, buddy? Wi-Fi is bad in Alaska, I guess. Please, pay your bills, Gomer. Oh my gosh. On devrait entendre une couple de bonnes anecdotes. Ouais. Le Gomer. Yeah. Ah, le Gomer, des problèmes. This cheap shows on Friday. Gomer, speed was never your number one asset. Well, are you guys going to speak in English or what the fuck? Am I supposed to? We're speaking English for sure, bud. Yeah.
Gomer, you I had had one speed. row. I had one row. I didn't need speed. I just had to get the puck to Claude Lemieux. That was the only Exactly. lesson I had to learn. Hey, You Gomer. got speed issues. Thanks so much for coming. Thanks. I just texted you 5 minutes ago. Everybody, Scott Gomez, what an honor. 5 minutes. I want to hear the best story about Claude Lemieux when you gosh. played in Jersey. Because he told us you love stories. So I don't know which one you tell. If you told me Gomer is going to come and tell stories about me, I'm not sure if I would agree to be on the show today. Oh, God. Which one do you want? I mean, there's so many. I mean, just we could want write a book. your top one. Gomer, tell him the story when you and what's his name, my other line, you guys were playing so well, but I was in a slump. Tell him what happened. Oh, okay, yeah. So, me and Brendan Morrison, we have the honor of playing with Claude Lemieux, and before you knew it, when Pep stepped in the room, it changed everything with the Devils. It really did. It and everyone knew it. All the older guys, McCabe, Holik, Brodeur, everyone. It was things are going to be different, and so we got lucky enough to play with Claude Lemieux. So we're going through a stretch. There's actually two of them. We're going through a stretch, and we all played. So what happens? Me and Brendan are. I think Brendan's on a 7-game point streak. I'm on like a 5, and Pepe's the guy on the line, kind of 2 or 3, doesn't get a point. So me and Brendan go out one night in North Carolina, and we stay a long time. We stay out all night. We were young, and we are hurting. I think we're going to Nashville the next night, but we are hurting. And we're kind of like, we'll let this game go. I'm a rookie. Mo's only 2 in that locker room. And we're sitting in the corner, and the Pep goes, hey, you two, come here. So we have to go out in the hall with him. And he goes, I tell you this once, and I don't say it again. I know what you did last night. I go to Lou Lamoriello. I'm trying to do a French accent too, but I go to Lou Lamoriello. I go to Lou Lamoriello right now, and I tell him what you did. You two will be in Albany tomorrow. And, dude, it's Claude Lemieux, and people don't realize how big a man this guy is. And he's sitting there. We're like, so we're hungover as hell. You know, we're going to play in Guild. And you guys know my game, where it went from I hit everything that night. I was diving for pucks. I was blocking shots. And, you know, I was so scared of Pep. And so what happens was it's 1-1. The puck's coming around the corner, and I turn my shoulder, and it hits me in the back. It lands on Brendan's stick. He throws it on the net, and the goalie hits a rebound, and Pepe scores, and we win 2-1. Me and Brendan after the game are just like dying. I mean, you guys been there. I mean, dying. I gave it my all. And Pep this asshole comes to us and is like, that boy, kiddos, that away. I knew you guys would come out tonight. Like, we're just sitting there like, you piece of whatever. So later on, this is now, don't forget, this ain't the easiest guy to play with. He's always open. Mean, doesn't matter if you score a goal, this and that. You know, did you see me first? So now we go to Pittsburgh. I was like the 7-Eleven, always open. Oh, yeah. So this is one of the best ones ever. We go to Pittsburgh, and same thing. Brendan's on like an 8-point streak. I'm on a 6, and Pepe's the guy on the line that it's, you know, he's doing all the work, but he's not getting rewarded. We've all been there. So we have a line meeting. It's an optional skate, and Shockey's even out there. And we're in the igloo, and Claude Lemieux grabs us and goes, get over here, you two stupid. You know, he called us by every bad name you could think of. And he's like, you two assholes, get over here. So we go in the corner of the igloo, and we're kind of feeling a little more confident. It's later on in the season. Like, it goes, we have a line meeting. We need to do this better. We need to do this. We need to do that. And we're like thinking in our heads, Mo's hot. I'm on fire too. You're the guy. So we're sitting there, you know, kind of looking at him. And Brendan Morrison goes, hey, Pep. And he's kind of got like a little less the best Mo. And he goes, hey, Pep, we need you to be positive with us. If you're not positive,
If you get down, it doesn't do good for the line. And Claude Lemieux sits there, and he's always as quick as they come with the comeback. This asshole can't say a word. He's frozen. He's just stuck looking at him. He's, get the fuck out of here. So me and Mo skate to the other end, and we're like, fuck you. Good, like, we got him. Like, yeah, what is he going to say? Like, fuck. And we go to the other end for about a minute or two, if that. We hear this, get over here. So we come back, and we're like, oh, this didn't work. We go back, and Pep's right there in the corner. And he says, I tell you this, and I tell you this one time. I play in the league for 16 years, 16 fucking years. I don't get you going. You get me going. Get the fuck out of here. So basically, we got off the ice, and it was like, yeah, that didn't work. That didn't work. But he taught us how to win. He taught us, I mean, I'm not kidding. As great as the culture was with the Devils, when Claude Lemieux came back, it went to like the professionalism and everything. You learned how to be a pro around this guy, man. It was good. It was pretty special. Hey, Gomer, thank you Gomer, so much. You sound like you were on AOL. AOL, you remember the old AOL dial-up? Unfortunately, you broke up a lot, but I know you're most likely in Alaska. So, thanks, Gomer, for taking you, Gomer. Thank you very much, buddy. From you. Now we're gonna cut you because of your connection, and we're gonna hear a story about you from Claude. See you, Gomer. Hey, when I heard you guys anything. Oh, Jesus. I'm sorry about the connection, boys. No problem. No problem. Pour les gens qui n'ont pas compris, dans le fond, il expliquait une histoire que Claude, il est assez direct, puis il sait comment les gars avaient pris une brosse la veille d'une game, puis Claude leur a dit vous en allez direct dans la Ligue américaine après la game, puis finalement, ils ont fait le but gagnant, puis l'autre histoire, c'est que... Ouais, l'autre, je vais la dire. Ouais, vas-y. C'est drôle en tabarouette, pareil. C'est très bon. Les gars sont allés voir Claude, puis ils ont dit, tu sais, nous autres, là, faudrait que tu nous parles plus doux un peu, puis on a besoin d'amour, on veut se faire parler, tu sais. Si tu veux nous faire performer sur la glace, nous faire aller, Claude, il leur a dit... C'est vous autres qui me faites performer. C'est pas moi, pas l'inverse. ça, j'adore ça. Moi, j'étais vieux, j'étais fatigué un petit peu. Puis, avec les deux jeunes, mais il était, comme je disais plus tôt, il était tellement de fun. Brandon Morrison, lui, il était tranquille, mais avec Gomer, il se sentait plus confortable. Et puis, il m'avait mis avec les deux jeunes en fin de saison. J'ai dit, ah oui, c'est ça que vous pensez, vous autres? Ah ouais. Ben, j'ai une nouvelle pour vous autres. C'est vous autres qui vont me faire marcher. C'est pas moi qui vous fais marcher. Puis juste pour que les gens comprennent, Scott Gomez, là, il est dans le fin fond d'Alaska. La connexion Internet là-bas, là, il est dans le fond du bois. Là, je sais ce qu'il vit. Fait que, la petite il est déjà gentil d'être souris devait aller vite. Mais moi, pour finir, Claude, là, parce que c'est une longue entrevue, tu es très généreux en passant. Merci beaucoup. On a dépassé le temps. Je veux entendre de ta part. C'était qui Scott Gomez, le gars qui a gagné des Coupes Stanley à New Jersey? Parce que, tu sais, à Montréal, il y a eu sa part de critique là, parce que c'était en fin de carrière, mais c'était qui Scott Gomez au New Jersey? Je pense que, écoute, il était super bien entouré. On avait des bons vétérans et puis il était un jeune qui amenait de la vie. Pas juste ce qu'il faisait sa patinoire, qu'est-ce qu'il faisait sa contribution. Et il aimait être avec les joueurs. Il était bon dans la chambre. Il était bon avec les vétérans. Scott Gomez, c'est une super bonne personne. Il vient d'une super bonne famille. Ses parents, c'est de l'art. Puis, moi, j'avais une connexion tout de suite et j'étais quoi? Je me souviens plus, 37. Quand j'étais retourné au New Jersey, lui, il avait 18, 19 ans. Et puis, il y avait des mains, il était vite à sortir des trous, il pouvait te trouver, mais écoute, c'est sûr que il était payé beaucoup d'argent, il est allé avec les Rangers, il était à Montréal, il y avait beaucoup de pression, puis c'est pas tout le monde qui est capable de jouer sur la pression, puis qu'est-ce qu'on demandait de lui à Montréal ou avec les Rangers.
Alors, Non, je suis c'est d'accord. Nous autres aussi, on l'a Rien eu de- comme rien vétéran, de puis il a été victime de ton vraiment. talent, hein. Il a été vraiment correct avec nous. D'habitude, on a une section la petite vite, mais ce soir, je la laisse tomber. Claude, tu été assez généreux avec nous. Dernière chose, je te demande, je t'ai demandé avant 4 Coupes Stanley, 2 à Jersey, Colorado, Montréal. Une des sections que les gens aiment, c'est voir les bagues. Je sais pas Voir si les c'était les bagues. bagues pas loin. Je t'avais texté. Je les ai amenés, C'est je gentil. les ai sortis, c'est-à-dire, c'est difficile de faire ça. Je sais pas vraiment comment faire ça. Ah, wow. Euh, Fait que Montréal à gauche, c'est. OK. La seule à droite, c'est la 2000, ça? Vous pouvez voir, ils sont en ordre. C'est Montréal, là, Montréal, ici. New Jersey, 86. Colorado, New Montréal, Jersey. New Jersey. Après, c'est Colorado. Et puis, la plus grosse, c'est quand j'ai retourné au New Jersey. Tu sais, Alors, Wow. j'ai 4 enfants. Puis, mon plus vieux, Christopher, là, il va un jour porter la bague du Canadien. Puis, après ça, ben, ça va être Michael avec New Jersey. Brandon, 96, l'année qu'il est venu au monde avec Colorado. Puis, ma fille va avoir la plus Ben, grosse. je vais te dire de quoi, Wow. celle du Canadien spécial, mais la dernière du New Jersey, New Jersey est débile, vraiment hein? belle, elle est vraiment Ouais. spéciale. Mais Ouais, sont toutes spéciales. tu parles Colorado, je pense, l'année où est-ce que ton fils est né. Oui. Est-ce que tu as eu la chance de prendre des photos dans la Coupe Stanley? Le bébé, il était assis Dans la direct coupe? dans la coupe. Oui. Ah, wow! Ça, c'est le Assis avec rêve la de tout le coupe. monde. Puis, ça. en l'an 2000 aussi, Brandon il avait couché avec la coupe quand on l'a eu, moi puis Mogilny, hein, on avait partagé. Alors, on l'a eu pour 2 jours ici en Californie, puis il a eu la chance de coucher avec la Coupe Stanley. Wow. Ah, wow! C'était Aïe. écœurant, ça. Puis, fait qu'on a eu des beaux moments. Je l'ai amené 2 fois à Mont-Laurier. Je l'ai eu une fois que j'avais amené en Caroline du Nord, où vient mon épouse. Et puis, je l'ai eu aussi en Californie. Aïe, aïe, c'est On a eu des hot. beaux moments. Quand tu l'as emmené les 2 fois à Mont-Laurier, c'était quelle coupe que tu as emmené? C'était-tu La 86, Stanley, c'était la Coupe T'as emmené Stanley. Montréal? là. T'as emmené Montréal? 86 et 95. Wow! Les gens Les deux devaient être premières. impressionnés. Le championnat du Canadien, ça devait être. Ouais, ben pour moi, je dirais que tu sais, j'étais un petit gars de Mont-Laurier, Ouais. puis c'est spécial, mais j'étais juste Claude Lemieux. Puis ça a toujours été bien simple, puis bien apprécié aussi. Ah, mais c'est le fun. Merci, Claude. On Ouais, a dépassé. Puis on aurait pu Félicitations pour faire le 3 heures. passé, puis merci infiniment pour ta Pas de problème, ça me générosité fait plaisir, les gars. d'être venu nous voir. Merci d'avoir Salut. pris le temps. Mes garçons à Montréal, Chris et Mike, ils vous regardent souvent. Puis je sais qu'il y en a un des deux qui vous a envoyé des messages sur le social media. Hey, vous devriez avoir Claude Lemieux. Ah, Et c'est puis, lui, je ça! suis sûr que Chris, ça, c'est Christo, ça, c'est mon DJ qui a envoyé des messages. Fait que, Ah, ben, on c'est les cool. salue. Puis merci de nous écouter. Puis merci Salut. d'avoir pris le temps pour nous ce soir, Claude. C'est vraiment apprécié. Bye Pas bye. de problème. Bonne journée. Bye bye. Bonne Salut, soirée. bye bye, à la prochaine.